Et bonjour, merci d'être venu pour la session donc un peu plus loin vers les étoiles avec Capgemini et Ariane Group. Donc dans cette session, on va parler data, on va parler cyber, on va parler move to cloud. Et pour ça, on va d'abord se présenter puisqu'on est un peu nombreux, on est 4. L'agenda, donc on va se présenter tous les 4, on va présenter nos sociétés. On va avoir une démarche un peu plus top-down. On va d'abord présenter les besoins métiers, ensuite les différentes solutions et la solution, on va rentrer dans la partie technique aussi sur les aspects cyber et ensuite ce qu'a apporté le projet. Donc je me présente en premier, je m'appelle Olivier Dugas, je suis architecte solution Data IA à Capgemini. Pierre Leblond, analyste sécurité à Capgemini, travaillant spécifiquement sur l'aspect infrastructure et cybersécurité des données. Merci bien. Alors pour moi c'est Mickaël Afonso, donc je suis architecte IT chez Ariane Group et donc j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur le projet avec toutes les personnes ici présentes. Bonjour à tous, David Larocque. Moi, je suis d'Ariane Group. C'est moi qui ai été le chef de projet côté IT pour Ariane Group. Et donc, on va passer sur la présentation d'Ariane Group. Donc, vous l'avez compris, avec cette présentation, une fusée, c'est toujours long au décollage. Donc, Ariane Group, c'est une société qui est un lanceur d'engins spatials. Donc, on est à la fois maître d'œuvre et opérateur de lanceurs qui permettent donc, notamment à l'Europe et à des partenaires internationaux, de donner accès à l'espace. Ariane Group, aujourd'hui, c'est une société de 6600 personnes réparties sur 11 sites. C'est une société qui a été construite avec une joint venture entre Airbus et Safran. Et c'est une société qui génère aujourd'hui 3,1 milliards d'euros avec 3 grandes lignes produits. La première, c'est tout ce qui va être au niveau du spatial. Donc on retrouve la fusée Ariane 5, où vous avez déjà plus de 110 lancements qui ont été effectués. La fusée Ariane 6, qui est très attendue par nos acteurs pour prendre le relais de la fusée Ariane 5. Et enfin, d'autres programmes de lancement qui sont des évaluateurs, etc. Mais aussi un volet de défense qui permet notamment à la France d'assurer sa souveraineté, son autonomie dans la stratégie de défense. Et enfin, des activités d'équipementier et de services grâce à notre connaissance sur des thermostructures, etc. Donc, je vais passer la parole à Olivier pour la présentation de Capgemini. Donc Capgemini, grand groupe international présent dans de nombreux pays. On va vous présenter plus spécifiquement Insight and Data. Insight and Data, c'est l'entité de Capgemini spécialisée dans la donnée. Et comme vous voyez ici, on est présent depuis cette année sur 5 villes, avec un focus sur Nantes. On a commencé cette année avec 85 collaborateurs et aujourd'hui on est 115 avec une ambition de grossir jusqu'à 125 collaborateurs. On a de nombreux clients et les différentes offres, vous les voyez ici, donc pour ne pas toutes les citer, mais sur l'aspect document, sur l'aspect data engineering, l'aspect BI analytique et l'industrialisation de l'intelligence artificielle et les projets data science. Un petit focus aussi sur Insight and Data Nantes. On est beaucoup présent dans le secteur bancaire, assurance et aussi les transports. Donc, nous sommes là aujourd'hui car nous avons eu un partenariat avec Capgemini dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait le projet Sésame, qui a été créé donc, par la Commission européenne, qui arrive à collecter du budget et le redistribue dans différents secteurs, donc notamment l'aérospatial. Et donc Ariane Group a répondu à l'appel d'offres et s'est vu remporter cet appel d'offres et a créé le projet Sésame avec des partenaires qui lui étaient imposés, dont Capgemini pour le volet IT.
Donc l'objectif, c'était de créer une plateforme collaborative, parce qu'on avait plusieurs partenaires, des data scientists, des universités, la Commission européenne, etc. Vous avez les différents acteurs en bas, dont le CNES, Telespiazzo, CRAT, Predict, qui est spécialisé dans la maintenance prédictive. Et l'objectif était donc, au travers de 2 cas d'usage qui avaient été identifiés, de proposer une réflexion autour de la data science pour générer, par exemple, des algorithmes prédictifs en qualité et en maintenance. Donc l'utilisation de cette plateforme a permis d'étudier des données, par exemple, d'Ariane 6, mais aussi des données du lanceur Vega, qui est un lanceur low cost, des données qui sont notamment sur le centre spatial guyanais. Les objectifs, c'était de disposer d'une plateforme collaborative, vous avez vu, mais aussi d'implémenter une chaîne de traitement de données et de faire toute l'injection et l'exploitation des données jusqu'à obtenir une connaissance qu'on ait espéré rentable. Et donc à partir de là, il y avait également à construire une architecture pour pouvoir avoir une plateforme de data science. Donc c'est là où on a mis en place une infrastructure as code. Donc ça sera un peu plus développé dans la suite. Et on a eu également une très forte contrainte liée à nos activités, notamment militaires, de sécurisation de cette plateforme, parce qu'on ne voulait pas être attaqué ou avoir de mauvaises surprises. Donc nous avons un petit clip, Olivier, si tu veux bien le lancer. Vous allez voir, c'est une petite vidéo qu'on retrouve sur YouTube qui explique les 2 use cases qui ont été donc travaillés dans le cadre du projet. Je ne sais pas si on va voir le son. On a un problème de son, on va juste avoir la vidéo avec les sous-titres. Vous verrez si en anglais, ça fait toujours plus sérieux. Tu peux commenter si tu veux. Non, on n'a pas le son. Non, on n'a pas de son. On va vous laisser un peu lire en bas et si besoin, on fera des petites pauses. Donc ça, vous allez avoir le premier use case. Donc c'est des activités de soudure, de réservoir de propulsion liquide. Donc c'est la partie centrale de la fusée. Donc friction stir welding, donc une soudure. Donc là, vous avez la soudure partie horizontale. Donc il y avait 2 modules, un horizontal, un vertical. On ne le voit pas ici sur la vidéo. Donc l'objectif, c'était d'intégrer les plaques d'aluminium et d'en faire une soudure parfaite grâce à de la pénétration en fusion dans la matière. Nous avons également le deuxième use case où à partir des ensembles qui ont été assemblés, nous envoyons à Kourou sur notre site d'assemblage les différents modules produits des différentes fusées et on a toute une activité de gestion des plannings par rapport à quand arrivent les pièces, à la gestion des ressources qu'on va avoir sur les différents sites et les différents intervenants sur les assemblages des modules. Et donc on a incorporé des géotrackers pour localiser tout le long de leur production les pièces. Et donc grâce à ces 2 use cases, on a pu alimenter la plateforme Sésame avec des données pour faire des études de data science. Donc là, on va voir un peu plus dans les détails les use cases. Donc là, je donne la parole à Michael. Alors, le premier cas d'usage sur lequel on a pu travailler, c'est ce que David a commencé à vous expliquer. Donc, c'est la partie FSW, donc la soudure par fusion des boosters de la fusée.
Donc par rapport à cette machine, on a pu collecter toutes les données qui nous intéressaient, donc qui jusqu'à maintenant n'étaient pas faites. C'est-à-dire que toutes les 100 millisecondes, cette machine produit des informations. On a jusqu'à 1500 variables qui sont générées par la machine, donc telles que la température, la vitesse, voire même la position de la pointe de la soudure. Et donc ces informations, elles nous permettent le traitement des métriques afin d'évaluer donc d'une part l'état de santé de la machine en elle-même, donc savoir dans quelles conditions et qu'est-ce qu'elle est capable de maintenir comme température lors de la fusion pour assembler les différentes parties qui vont constituer les boosters à l'assemblage, et s'assurer que le traitement de ces métriques donc, puisse être fait de manière, on va dire, continue, et donc s'assurer justement de l'évolution parfaite de la soudure et éviter justement les moindres défauts ou les fausses qualités qu'il pourrait y avoir sur les pièces. Le deuxième cas d'usage qu'on a aussi voulu vous représenter, donc c'est la partie géolocalisation des pièces. Donc on a cherché à optimiser au maximum l'arrivée des pièces sur le site d'assemblage final qui est donc situé à Kourou. Et ces informations de géolocalisation ont été après, derrière, croisées avec l'outil de planification qu'on utilise pour justement essayer d'optimiser l'arrivée des pièces, la disponibilité des personnes sur place pour justement lancer les assemblages dans les meilleures conditions et dans les meilleurs moments par rapport à ce qu'on a sous la main pour pouvoir commencer l'assemblage final. Sur cette diapo, vous pouvez voir, donc on a voulu aussi vous mettre à disposition un peu tous les outils qu'on a mis en place sur la plateforme pour justement, on va dire, collecter, stocker, traiter et visualiser la donnée. Donc après, moi je vais pas vous faire tout le tour, mais en gros, on a des outils qui ont été utilisés pour faire de la gestion centralisée d'identité et d'authentification sur les différentes applications. On a aussi du stockage qui a été mis en place donc avec des solutions telles que Minio, qui nous ont permis justement de faire du stockage objet. On a utilisé bien évidemment donc dans les puces de géotracking la solution Sigfox. Et après donc bien évidemment les outils qui sont DataIQ pour capter les données, les visualiser, et Predict pour faire de la maintenance prédictive sur les jeux de données qu'on aura récupérés. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse aussi dans notre plateforme, c'est la partie sécurité. Donc avec les outils, on va dire, open source que l'on peut trouver. Parce que bien évidemment, on n'était pas parti non plus pour faire une plateforme qui nous coûte un bras. Donc l'idée, c'était de prendre les outils, on va dire, open source et justement de les travailler et de se mettre dans des conditions de conformité, on va dire, de sécurité qui nous permettent justement de garantir l'accès aux données de manière simple et efficace. Je te laisse ta passe. Merci. Alors là, c'est plus, on va passer sur la chaîne de traitement de la donnée, une vue un peu plus logique. Donc ça va faire un peu de redite, mais voilà, on a différentes sources de données. En fait, les données que vous voyez ici, ça correspond en fait aux deux use cases. Donc on a toutes les métriques liées en fait à la chaîne de fabrication à travers les moteurs, la position des moteurs, l'intensité des moteurs. Et on a voulu aller jusqu'aux photos, mais ça n'a pas été fait encore. Donc l'idée dans les photos, c'était de pouvoir récupérer en fait sur le spectre de l'infrarouge les différentes températures de la soudure par friction malaxage pour pouvoir déceler d'éventuels défauts tels que des trous dans la fabrication. La deuxième, c'est Sigfox. Sigfox, ceux qui ne connaissent pas, c'est du Wi-Fi longue distance, basse consommation. Ensuite, on arrive à la deuxième étape qui est l'ingestion sur le stockage S3, donc implémenté avec la solution Minio, open source. Ensuite, on arrive sur le traitement de la donnée avec les deux outils phares, DataIQ principalement, qui va s'occuper de la récupération des données sur le stockage S3, le stockage dans un autre bucket S3, et élaborer les modèles, fine-tuner les modèles. Il travaille de pair aussi avec une autre solution qui s'appelle CASEM. C'est la solution d'un des membres du consortium Predict pour faire de la maintenance prédictive. Et ensuite, ces deux outils jouent aussi le rôle sur la dernière étape, sur la restitution des données sous forme de tableau de bord et de data vise,
C'est ce qu'on va voir dans le prochain slide. Donc Dataiku, plutôt leur produit DSS, on confond un peu les deux, dispose d'une plateforme de data science complète, de l'ingestion de la donnée jusqu'à la restitution. Ce que vous voyez ici, c'est un des écrans de Dataiku qui correspond au workflow, aux chaînes de traitement de la donnée. Alors tout à gauche, c'est les données brutes, donc on va être sur le stockage S3, et à droite, en fait, on va être sur les rapports. On voit qu'il y a 4 pavés, donc c'est les 3 pavés principaux, c'est la préparation de la donnée, donc comment nettoyer la donnée, enlever les valeurs qui sont inutiles, constitution du jeu de données de test pour l'élaboration des modèles, et enfin, la 3e étape, la validation des données. Dataiku fonctionne de pair avec KSEM, donc à travers des API. Et KSEM, lui, est spécialisé dans la visualisation des métriques de fabrication. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. On voit clairement, en fait, au milieu du graphique, sur le schéma en bas, qu'il y a le début de la construction des réservoirs. Donc ça, c'est pour le premier cas d'usage, pour vérifier la qualité des réservoirs d'Ariane 6. Le second cas d'usage, c'est pour l'optimisation opérationnelle. Donc là, on a utilisé. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a utilisé plusieurs modèles, dont des réseaux de deep learning et LSTM sur le projet, pour ceux que ça intéresse. Donc les réseaux LSTM, ce sont des solutions de deep learning qui visent à résoudre des problèmes de time series, de séries temporelles, pour pouvoir tracer une baseline et comme ça de pouvoir mesurer tout écart par rapport à cette baseline pour avoir un intervalle de confiance. Donc le second use case, c'est plus une optimisation opérationnelle. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des diagrammes de Gantt faits avec MS Project, donc qui vont montrer en fait la durée de chacune des tâches, les dépendances entre chacune des tâches, et la valeur ajoutée en fait de ce cas d'usage vise en fait à optimiser cette planification pour réduire en délai et optimiser en fait les unités de production. Donc ce qui est en entrée, c'est toutes les données historiques, les données de planification des MS Project. Ensuite, il y a l'élaboration de modèles, de différents types de modèles. D'ailleurs, ça a fait un sujet de recherche avec les 2 des membres en fait, du consortium TS-Padio et CRAT. Et en sortie, le nouveau Gantt, la nouvelle planification. Alors là, on va passer en fait, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue un peu plus technique. Alors, on change complètement de registre. Pour pouvoir faire travailler tous les membres du consortium européen, en fait, on a dû déployer la solution sur un cloudeur européen. On s'est basé sur le cloudeur européen le plus sécurisé à l'époque, qui est OVH Cloud, sur leur solution PCC, Private Cloud, ou Cloud privé, pardon. Donc c'est une solution qui est basée sur VMware. Et on a adopté en fait, le paradigme infrastructure as code pour plusieurs raisons. C'est une plateforme réutilisable qu'on peut instancier une nouvelle fois. Donc, par exemple, pour reconstruire une plateforme qui a échoué sur un autre environnement. Ça peut être aussi pour éviter les manipulations. Donc tout ce qui est action humaine est potentiellement source d'erreur. Là, le fait qu'on le scripte, ça va minimiser les erreurs. Ça va permettre aussi de tracer tout ce qui est fait pour faire des audits de sécurité, par exemple. Et le rejouer aussi à volonté, soit pour recréer la plateforme, soit pour aussi rendre la plateforme élastique. Donc rajouter des serveurs si on le souhaite. Donc pour vous expliquer un peu le schéma, je vais partir d'en bas à gauche. En fait, tout le paradigme d'infrastructure as code, c'est que toute l'architecture repose sur des fichiers texte. Bon, pas toutes, mais la plupart. Ensuite, il y a une console, une tour de contrôle qui va piloter en fait la construction de la plateforme. Donc tout en bas, au point 1, on a une solution basée sur Terraform. Donc il y a un produit open source qui va s'occuper de créer les machines virtuelles, créer les réseaux, créer les premiers accès administrateurs et ségréguer une partie des réseaux. Donc ça, c'est l'architecture physique et virtuelle, parce qu'on est sur la couche vraiment bare métal plus machine virtuelle. Pour le deuxième étage, en fait, on va utiliser un autre produit open source qui s'appelle Ansible, qui lui est plus spécialisé pour exécuter des scripts sur des serveurs, dont des machines virtuelles. Donc on va s'en servir pour pouvoir faire du durcissement du système d'exploitation, donc ça veut dire le rendre plus robuste face à des attaques, donc améliorer la sécurité.
On va aussi améliorer la sécurité au niveau du web en mettant en place des WAF ou des Web Application Firewall. C'est pour prémunir contre les failles web. On va aussi renforcer l'aspect sécurité des administrateurs avec une meilleure observabilité. Donc ça, je laisserai. Je te laisserai en parler, Pierre. Le déploiement des codes. Donc les codes, c'est les deux éditeurs dont on a parlé tout à l'heure, DataIQ et KSM. Et puis en plus, le déploiement Docker pour finaliser. Donc, Docker, c'est une solution de conteneurisation qu'on utilise sur le 3e étage. Et là, on va faire plutôt les aspects un peu plus métiers et un peu plus aussi cyber. Donc, tels que sécuriser les accès, donc loguer tout ce que les admins font, mise en place d'une stepping stone, centralisation des logs métriques, déploiement de certains autres codes, donc à 2 niveaux, la mise en place de fédération d'identité et de centralisation des droits. Donc, je vais vous laisser Pierre parler un peu plus de la partie cyber qui a été un long travail sur ce projet. Effectivement. Donc pour la partie cybersécurité, donc forcément la plateforme data a besoin de sécuriser ses données, parce que les données sont hébergées sur une plateforme avec différents applicatifs qui la protègent derrière. Donc pour l'aspect cyber, qui a été divisé en 7 catégories. La première est la catégorie un peu, j'allais dire, évidente pour le grand public, c'est l'audit, c'est-à-dire quelle faille y a-t-il éventuellement sur notre système d'information. Donc pour détecter éventuellement les failles, on fait appel à des pen tests, des tests d'intrusion. Des tests d'intrusion en boîte noire, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de scénario dans lequel l'attaquant, le faux attaquant, le pentester va devoir analyser le système d'information en ayant le moins d'informations possible. Que ce soit par exemple simplement une URL, et c'est tout. Ensuite, il y a les pentests boîte blanche. Alors là, c'est aussi un test d'intrusion où le testeur a certaines informations qui lui sont en sa possession, par exemple un compte d'administrateur, un compte d'utilisateur justement, tout simple. Et avec ce compte d'utilisateur, il va essayer de faire ce qu'on appelle une élévation de privilèges pour voir si avec un simple compte utilisateur, on peut avoir des droits d'administrateur et des droits supplémentaires sur la plateforme. Ensuite, la deuxième partie, la sécurité d'accès aux data. On a la stepping stone. Alors, stepping stone, c'est une infrastructure on va dire supplémentaire, intermédiaire, pour les accès administrateurs. C'est-à-dire que pour administrer la plateforme, on ne se connecte pas directement dessus. Les administrateurs se connectent d'abord sur une infrastructure spécifique qui, elle, va ensuite attaquer par VPN. Alors quand je dis attaquer, c'est se connecter. Se connecter à la plateforme Sésame. En sécurité d'accès, on a le reverse proxy qui protège aussi la plateforme de tout ce qui est attaque par brute force et autres attaques applicatives avec le WAF, donc ce que nous a parlé tout à l'heure Olivier, donc le pare-feu applicatif, et aussi également tous les flux réseau avec le firewall externe, c'est-à-dire de tous les flux qui partent d'Internet pour aller jusqu'à la plateforme, et le firewall interne pour gérer tous les flux à l'intérieur de la plateforme et tous les échanges de données internes. Et également un VPN, donc une connexion sécurisée à la plateforme. Ensuite, il y a l'aspect supervision, où tous les éléments qui font fonctionner la donnée sont supervisés, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui sont sur ces machines et qui vont envoyer des métriques et des journaux sur leur état. Et ces journaux seront ensuite collectés dans un tableau de bord via une application qui s'appelle Grafana et qui permet en un simple clic de vérifier l'état, le fonctionnement, si un service est en arrêt, pourquoi est-ce qu'il est en arrêt, et avoir également des notifications de cet arrêt. Ensuite, il y a l'interface cloud, l'aspect cloud virtualisation, ce qu'Olivier vous a parlé tout à l'heure, donc hébergé sur OVH Cloud, sur un hyperviseur avec de technologies VMware et NSX qui est son firewall.
En ce qui concerne la sécurité des services, donc, il y a Ansible aussi qui permet de déployer ces services dans une connexion sécurisée, SSH, et la conteneurisation avec Docker qui permet d'isoler ces applications, qui rajoute une couche de sécurité supplémentaire, car si un hacker arrive à compromettre une de ces applications, il n'aura pas le contrôle sur le système puisque l'application est conteneurisée, isolée. Ensuite, on a la sécurité des données, avec la réplication des données, avec une technologie qui s'appelle R6log, et qui permet entre deux data centers ou entre deux machines de répliquer en temps réel les données. Et également un système de sauvegarde et de restauration via Vim Backup. Et dernier point, l'authentification, avec un système d'authentification forte, donc MFA, pour Multiple Factor Authentication. On a aussi la traçabilité des logs grâce notamment à LDAP et à Keycloak qui permet de voir qui s'est connecté, comment il s'est connecté. Et ces logs sont centralisés également par les éléments de la supervision. Oui, c'est ça. Bon, je crois que j'ai bon. Du coup, Ariane Group dispose d'une PSSI, donc c'est un plan de sécurité de services informatiques assez draconien. Et du coup, on a implémenté quelques centaines d'exigences de sécurité sur ce projet-là. Donc c'était un gros boulot en plus de la data. Alors pour finir, on voulait aussi vous faire un petit topo sur la valeur ajoutée, enfin les valeurs ajoutées même que cette plateforme nous a générées. Donc en quelques chiffres, par rapport au cas d'usage numéro 1, donc la qualité de soudure des différents éléments des boosters. Donc on a réussi à mettre en lumière 6 typologies d'anomalies qui ont été détectées. On a eu aussi une maintenance sélective qui a pu être mise en place pour éviter justement les arrêts de production. Donc il faut savoir que jusqu'à maintenant, en fait, la machine est fonctionnée et puis les pièces d'usure n'étaient pas forcément contrôlées spécifiquement. Donc on pouvait avoir des arrêts de production liés à une pièce d'usure justement qui arrive en fin de vie et qui n'a pas été justement prévue à l'avance. Donc là, comme ça, on peut faire la sélection, on peut voir l'état d'usure de la machine, enfin les différentes pièces qui la composent. Et de là, on peut dire, bah voilà, là, entre deux pièces, on peut faire la maintenance de la machine, comme ça, on repart avec un cycle propre et il n'y aura pas d'interruption. On a aussi été dans la capacité d'identifier les surconsommations de courant électrique. Donc ça, relativement important, parce que dans le cas de la soudure, donc c'est de la fusion des différentes plaques que l'on va jointer ensemble. Et donc, il y a un taux de pénétration qui doit être bien défini et bien suivi. Donc, si c'est pas assez, c'est pas bon. Si c'est trop, c'est pas bon non plus. Et donc, ce qui génère après derrière des contraintes sur les éléments de structure qui sont très importants et peuvent amener des dysfonctionnements, voire de la casse. Donc là, justement, ça nous a vraiment permis de mettre ça en lumière. Et aussi la partie qualité prédictive. Donc là, on a des algos qui sont en phase d'apprentissage et qui nous permettent de mieux cibler justement ces fameuses qualités de soudure. Donc sur ces qualités de soudure-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a réussi à réduire de 50% l'inspection. En fait, jusqu'à maintenant, les pièces, quand elles étaient fabriquées, donc soudées, on avait 2 jours d'inspection. Donc il y a une personne qui était là, ou une ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui étaient là pour justement s'assurer de la qualité de la soudure qui avait été générée sur l'élément. Et grâce à cette maintenance prédictive et toutes ces données qu'on a pu remonter, on a divisé en fait le temps d'inspection par 2. Ce qui a été quand même quelque chose d'assez intéressant. Sur le cas d'usage numéro 2, donc ce qu'on a cherché, c'est à faire la compression, ce qu'on appelle la compression du temps sur les campagnes de lancement. Donc aujourd'hui, une campagne de lancement, ça dure 15 jours. Enfin, ça a duré 15 jours. Et grâce justement à toutes les métriques qu'on a pu remonter et les croisements qu'on a pu faire avec l'outil de planification, ça nous a permis de réduire d'1 journée. Alors c'est vrai que comme ça paraît pas énorme, mais quand on voit le nombre de personnes qui travaillent pour l'assemblage d'une fusée lors de la campagne de lancement avant de pouvoir tirer,
je vous garantis qu'une journée, c'est déjà énorme. Mais bien évidemment, ce sont des choses qui sont amenées à s'améliorer dans le temps, parce que justement, là, on est vraiment en phase d'apprentissage, et on espère justement qu'on sera dans la capacité de gagner encore plus en réduction de temps. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre. Non, on a dû vous ennuyer, désolé alors. Non, ma question, c'était juste sur les next steps. Est-ce que c'est une plateforme qui va être amenée à évoluer avec des nouveaux cas d'usage que vous allez pouvoir ajouter Alors, sur cette plateforme, aujourd'hui, on n'a pas forcément identifié de nouveaux cas d'usage. On est en train d'y réfléchir, bien évidemment. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a un autre sujet en parallèle, dans un autre contexte, mais sur le même type de plateforme, qui nous permet justement d'amener du service supplémentaire grâce à de la collecte de données aussi. Donc peut-être que Olivier, tu peux en parler un petit peu vite fait. Oui, on a travaillé aussi, alors c'est pas avec les mêmes équipes d'Ariane Group, sur un autre projet qui se repose en fait sur la même base pour un projet d'exposition de services, donc pas la construction d'Ariane 6, hein, c'est séparé chez vous, et qui a réutilisé cette plateforme-là, donc, et qui a mis la solution en prod. Donc là, on n'est pas sur un démonstrateur, c'est vraiment sur quelque chose avec un client derrière. Et on a mutualisé en fait, les briques applicatives, la sécurité entre les deux projets. La partie data, notamment, on est allé plus loin sur la partie base de données. Sur Sésame, on n'est pas allé très très loin, mais on peut aller beaucoup plus loin. Ça fera partie des prochaines étapes. Eh bien, écoutez, merci à tous en tout cas. Et puis une prochaine.